l'image du nouveau Maroc qu'on a tous envie de voir et de bâtir, tout le monde met la main à la tâche, comme vous pouvez le voir. Tout le monde a contribué à bâtir justement ce beau panel. Rebonjour, mesdames et messieurs. Je garde la même cape, celle de modérateur, pour un panel des plus intéressants, de par sa thématique qui nous intéresse tous, mais également de par la richesse des parcours de chacun des intervenants. Aujourd'hui, on est réunis pour parler du nouveau modèle de développement de Sa Majesté, mais du Maroc, du Royaume du Maroc, un modèle qui a été lapsus révélateur, qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2017, dans un double discours, celui du trône et celui de l'ouverture du Parlement en octobre 2017. Pour ceux qui ne sont pas familiers des deux discours, je vous invite réellement et sincèrement à les relire, parce que Sa Majesté a fait une analyse qui était réelle, digne d'un chef d'État qu'il est, de l'état des lieux, mais aussi avec une approche qui est ambitieuse, pour bâtir un Maroc où on se retrouve tous, où tous les Marocains aspirent à la prospérité et aspirent également à un bien-être qui sont durables. Et je souligne en fait ce mot-là qui est durable. Alors déjà pour établir un fil d'Ariane, un fil conducteur au travers de ce thème, ce n'était pas facile, notamment comme je le disais tout à l'heure, vu la richesse en fait des différents parcours, et on n'a qu'1h20 pour pouvoir aussi échanger avec la salle par la suite. Donc permettez-moi de vous présenter le déroulé justement. On va commencer par une analyse, un bilan, un état des lieux, mais progressif, avec un regard sur le futur, avec une lecture des éléments du présent, avec les aspirations du futur. Ça va être fait avec Sila Oufi. Par la suite, on va continuer sur la même approche, notamment avec un regard économique et social avec Si Abdelmalek Al-Alaoui. Par la suite, avec Si Issaoui, avant de se poser une question qui est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui nous unit tous? Quels sont les grands objectifs? Et pour atteindre ces objectifs-là, quelles sont les différentes prérogatives de notre modèle de développement? Il y a le volet politique, ça va de soi. Il y a un volet institutionnel, et on en parlait tout à l'heure. Et à côté d'institutionnel, on se doit de parler de l'élément humain, de l'élément leadership, du leadership pipeline, de cette fabrique d'élites dont on a tous besoin, des élites en fait compétentes, des élites, ça va de soi, des élites aussi expérimentées, mais des élites aussi qui partagent des valeurs communes, des valeurs de l'amour du pays, des valeurs aussi de partage et d'humilité. Par la suite, on passera au volet économique et on a la chance d'avoir Madame Seloua Belkziz qui va nous parler en tant qu'entrepreneur, en tant aussi que présidente d'une fédération professionnelle, où le capital immatériel, où l'humain, il a sa place à dire, avec une bifurcation par la suite valeurs, mais surtout sur notre continent de référence qui est l'Afrique, avec la SNA. Et en parlant d'Afrique, on commence à parler du multilatéral. Et qui de mieux que Si Hamid Douche pour nous en parler, mais aussi avec son regard éclairé, son regard de l'ex-vice-président de la Banque africaine de développement. Parce que qui parle de développement, il faut aussi avoir le pragmatisme de penser au modèle de financement. Et ça, c'est très fondamental. Quand en parlant tout à l'heure en fait, le volet politique, bien sûr, vous avez compris que ça va être Simezouz en premier qui va en parler. Donc, avec votre permission et sans plus perdre de temps, j'ai choisi de ne pas faire d'introduction. Parce que le constat, on le connaît tous. Maintenant, encore faudrait-il parler des ambitions du futur et surtout de partager ensemble ces ambitions et d'y travailler sur le terrain. Je suis déjà heureux de voir que dans la salle, il y a une représentativité du Maroc quelque part. Il y a les dames qui sont en frontline, qu'on salue tous. Il y a cette logique de respect entre jeunes et moins jeunes. Il y a cette logique de continuité. Et c'est des valeurs marocaines qu'il faut mettre en valeur et auxquelles il faut rajouter pour atteindre ce futur. Alors sans plus tarder, je me tourne vers Sila Oufi, l'expert, l'économiste, mais qui va nous parler aujourd'hui avec son casquette, qui va nous parler en tant que Marocain, en tant qu'expert, Sila Oufi. Où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport aux différentes réalisations de notre pays et qu'est-ce qu'on ambitionne de réaliser? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Le débat autour du nouveau modèle de développement au Maroc s'inscrit en général dans 3 types de forums. Il y a le forum avec des acteurs, des enjeux et des rhétoriques qui sont différentes en fonction de chaque forum. Il y a le forum scientifique, académique, qui est primordial pour réfléchir et penser, repenser le développement de notre pays. Il y a bien entendu le forum politique démocratique dans sa verticalité comme dans son horizontalité, les partis politiques, le gouvernement, les acteurs politiques, etc. Et puis il y a le 3e forum, c'est le forum que j'appellerais le forum citoyen, le forum populaire, avec un autre type de légitimité. Ce sont ces 3 forums qui doivent se compléter pour donner
au Maroc un nouveau modèle de développement. Un modèle de développement, deuxième idée que je voudrais souligner, il ne peut pas être au plan doctrinal, il ne peut être que de nature agnostique sur le plan doctrinal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher dans l'approche libérale ou néoclassique chez les économistes un modèle. On ne peut pas non plus aller vers les keynésiens, les post-keynésiens et dire bon, c'est le modèle qu'il nous faut. C'est une approche qui doit être par rapport à la théorie, par rapport à la doctrine, elle doit être une approche donc agnostique, doit répondre aux objectifs stratégiques du développement du pays et aux besoins essentiels de la population, objectifs et besoins qui sont déterminés en dernière instance par l'intérêt général et le bien-être public. Troisième chose, le développement est une affaire consensuelle. Le modèle de développement sur lequel les Marocains sont en train de réfléchir ne peut être accepté par l'ensemble de la population que s'il a bénéficié d'un consensus au niveau national. Établir un constat d'échec, aujourd'hui, un constat d'échec du modèle de développement qui est en cours, ne signifie pas, à mon avis, qu'il faille, bien entendu, pour autant faire table rase de ce qui a été fait jusqu'à présent. Je crois que les politiques de développement appliquées jusqu'à maintenant ont produit ce que les économistes appellent des irréversibilités. Il y a des processus irréversibles qui sont en place et par conséquent, il y a une dépendance du chemin lorsqu'on réfléchit à de nouvelles politiques économiques, à un nouveau modèle, etc. Il faut tenir compte de ce que les économistes appellent aussi une dépendance du chemin. Cette dépendance du chemin remonte à l'indépendance, sinon bien avant l'indépendance, au protectorat. L'économie marocaine est évidemment aujourd'hui le résultat cumulé de politiques et de réformes qui ont été mises en œuvre depuis l'indépendance. Et le développement est un processus évolutionnaire qui se fait par apprentissage cumulatif. S'il faut dire d'un mot la finalité du développement, on a un mot, c'est le bien-être. C'est le bien-être pour l'ensemble de la population, en particulier pour les catégories les plus défavorisées. Le développement doit être distingué, on l'a dit dans les interventions qui ont précédé, il doit être distingué de la croissance. Il faut aussi distinguer le développement avec ces facteurs qui sont d'ordre qualitatif, institutionnel et culturel, de la macroéconomie, ou ce qu'on appelle en général les politiques économiques, qui visent le produit intérieur brut, l'épargne, l'investissement, les exportations, les importations, etc. Entre les deux, par contre, entre la macroéconomique, il faudra repenser aussi la macroéconomie au Maroc. Nous avons une macroéconomie néoclassique. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, une nouvelle macroéconomie post-keynésienne est en train peut-être de se mettre en place. Et de mon point de vue, elle répondrait beaucoup plus que la macroéconomie néoclassique aux attentes de la définition d'un nouveau modèle de développement qu'on voudrait inclusif, etc. Il faut qu'il y ait cohérence, au moins, cohérence et convergence d'objectifs entre cette macroéconomie, cette nouvelle macroéconomie du développement et évidemment les facteurs institutionnels, les facteurs politiques, les facteurs culturels qui font partie intégrante de ce modèle de développement. L'éducation, on l'a dit, l'éducation à la santé de base, le logement et l'emploi forment non seulement le socle irréductible, ce que j'appellerais le socle des biens premiers, au sens de la théorie de la justice, mais c'est aussi et surtout la voie vers le bien-être et le principe procédural du développement auto-entretenu. Le développement économique est aussi fondé sur l'investissement lourd, la FBCF, dans les infrastructures matérielles, la recherche et développement, la compétitivité, l'innovation. Le développement doit donc marcher sur ces deux jambes. Je rappelle, là, c'est un vieux slogan chinois, marcher sur ces deux jambes. D'une part, les grands programmes structurels, à mon avis, c'est des acquis, il faut les reconduire, les autoroutes, le TGV, la transition écologique, mais de l'autre, le renforcement des capacités humaines
l'inclusion, etc. Autant de besoins stratégiques que théoriquement, l'initiative nationale de développement humain a vocation à satisfaire, mais on constate là aussi qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas élevée à ce niveau. Peut-on tout faire? Est-ce qu'on peut tout faire, répondre à la fois à la demande sociale et faire les grandes infrastructures? Faire en même temps? Il y a, dans la théorie économique, il y a un théorème qui s'appelle l'impossibilité du choix collectif. C'est un théorème dû à un prix Nobel Kenetaro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans un modèle de développement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Par conséquent, quelle est la solution? C'est de trouver, d'arrêter des priorités. Alors, pour les priorités, moi je considère que le développement exige une verticalité du mode de développement et de sa régulation par l'État. À mon avis, le rôle de l'État dans la définition des priorités et dans la mise en œuvre de ces priorités est primordial. L'État, c'est l'agent principal du développement, c'est une leçon importante de l'histoire longue. La Constitution de 2011 a redéfini le rôle de l'État en termes stratégiques et polarise ses modes d'intervention autour du droit au développement. Et dans la Constitution également, la double structure exécutive renvoie à deux niveaux distincts. Le premier est le niveau stratégique. Il concerne le mode de développement, lequel englobe ce qu'on pourrait appeler les invariants du développement, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui s'inscrivent dans le long terme et sur lesquels il faut, au préalable, un consensus national. Le cadre institutionnel, la planification stratégique, la satisfaction des besoins de la population à l'éducation, santé, logement, emploi, les infrastructures, l'industrie de base, sécurité alimentaire, stabilité macroéconomique, l'efficience économique, la justice sociale, l'inclusion, etc. Tout ça doit faire partie justement de ces invariants et qui s'inscrivent dans une vision plus stratégique. C'est à ce niveau que le cap est fixé, la vision définie, que sont déterminés les... Micro. Il me reste encore une minute, là. Donc ça, c'est l'axe stratégique. L'axe stratégique qui englobe la série de problématiques de long terme que je viens d'évoquer. C'est à ce niveau-là que le cap est fixé, la vision définie, et que sont déterminées, planifiées les grandes options, les priorités, et que sont identifiées les ressources. Comme il s'agit d'objectifs stratégiques de long terme, seule une démarche participative et délibérative, je reviens à cette notion de 3 forums, est de nature à favoriser l'adhésion et la mobilisation de la population autour de la vision et à lui octroyer une base de légitimité. C'est-à-dire le forum scientifique, il peut effectivement définir une vision stratégique très très cohérente et bonne pour le pays, mais si elle ne descend pas vers le forum, d'abord vers le forum délibératif citoyen, avant de revenir au Parlement pour une délibération politique et démocratique, à mon avis, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il y ait ces trois, la complémentarité, l'adhésion de ces 3 formes. Le second niveau est celui de la gestion gouvernementale du régime de croissance. On l'a dit, la croissance, c'est un élément du développement, ce n'est pas le développement. Elle fait partie d'une politique beaucoup plus conjoncturelle que les grandes questions stratégiques du développement, politique budgétaire, monétaire, fiscale, programmation des investissements et des incitations, organisation de la concurrence, gestion des services publics, etc. Ce niveau n'est pas moins décisif dans la mesure où c'est le gouvernement qui donne de l'effectivité aux choix stratégiques et qui traduit les objectifs dans le quotidien des gens. Par conséquent, l'action du gouvernement ne doit pas être en divergence par rapport aux choix stratégiques. Choix stratégiques, choix de politique conjoncturelle, les grands travaux, les grandes infrastructures, mais en même temps la demande sociale. Moi, je crois que ce sont 2 piliers qu'il faut conduire de concert. À la fois, c'est continuer ces grands chantiers, mais en même temps écouter la demande sociale. La demande sociale,
Elle s'exprime aujourd'hui, s'est exprimée à Al-Hoceima, elle s'est exprimée à Jarada, elle s'est exprimée ailleurs, elle va certainement s'exprimer encore. Donc il faut un développement exclusif, c'est un développement qui intègre la demande sociale dans le projet. Et la notion de demande effective, on a tendance au Maroc à la réduire à la consommation, alors que dans la théorie de Keynes, c'est la demande effective contient évidemment cet aspect consommation, mais aussi investissement et investissement public. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Vous parliez d'écoute, Selaoufi, on vous a tous écouté avec beaucoup d'intérêt, réellement. Permettez-moi de vous emprunter ce terme qui est revenu à plusieurs fois en fait, dans votre agréable et brillante en fait, intervention, celui de l'approche délibérée. Parce qu'aujourd'hui, pour attraper le gap, on a besoin, et justement prendre le lead à l'échelle internationale, pas uniquement à l'échelle régionale, on a besoin justement de penser indépendamment, d'une manière qui est ouverte vers le monde, mais on a besoin d'une pensée stratégique qui est indépendante marocaine, ouverte vers tous les benchmarks, mais elle se doit d'être marocaine, fédératrice en interne, mais aussi apporteuse d'une valeur ajoutée stratégique. Et avec votre permission, je me tourne à toutes et à tous, je me tourne vers Saïd Abdelmalek El-Alaoui, qui nous a promis de faire justement un tableau croisé sur les volets économiques, politiques et sociaux, avec justement cette notion de comment avoir une avancée par rapport aux concurrents, il faut le dire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Waouh! C'est dur de passer après une introduction comme celle-ci. Je pense que si on parle du Maroc contemporain, du Maroc de Mohamed VI, l'image qui me vient à l'esprit, c'est, en termes de modèle de développement, c'est la tentative de concilier les Gnawa et David Guetta. Le rythme circadien du Maroc inscrit dans les temps longs, avec des industries lourdes, proches des cercles de pouvoir, et un Maroc mondialisé qui va vite, qui veut s'enregistrer et imprimer sa marque dans le monde, jusqu'au Maroc de 2019, qui est un Maroc pré-émergent, qui a tous les défauts des pays pré-émergents, mais aussi toutes les qualités, avec une profonde fracture au sein de sa société, des gens qui vont extrêmement vite, le Maroc de Tangemed, de CFC, du TGV, et puis le Maroc des déclassés et du Maroc inutile. Et sur ces 20 dernières années, c'est cette tentative de faire ce en même temps, entre les Gnawa et David Guetta, qui est le plus illustratif aussi des grands chocs des rythmes circadiens que nous avons eus au sein du Maroc. Si je devais mettre ma casquette d'économiste, je dirais que Mohamed VI a été tour à tour keynésien, puis adepte de Ricardo, puis adepte d'un autre Ricardo plus contemporain, qui est Ricardo Hausmann, qui est l'économiste vénézuélien spécialiste du développement. Notre croissance a clairement d'abord été tirée par les infrastructures. Rappelons des choses très simples. Le Maroc de 1999, de juillet 1999, c'est 99 km d'autoroute. Le Maroc de 2019, on est autour de 1500-1600 km d'autoroute, avec une saturation des axes économiques et de cette espèce de grande bande qu'on a entre Kenitra et El Jadida, qui représente 70% de notre PIB. Donc en progressant, le Maroc s'est concentré. Mais il a créé des infrastructures. Et donc cette croissance portée par les infrastructures a permis d'augmenter le taux d'employabilité, notamment des populations qui travaillent dans les métiers de la création des infrastructures. C'est vrai sur un plan matériel, c'est vrai aussi sur un plan immatériel, puisque le Maroc des technologies de l'information et de la communication s'est construit rapidement. La deuxième séquence a été celle de Ricardo et de l'internationalisation des échanges, avec un moment important qui est la fin du mandat de Driss Chouto et l'arrivée et l'annonce de l'usine de Renault au nord du Maroc. Pourquoi est-ce que c'est un parangon, un avatar de notre mondialisation? Parce que le Maroc était en compétition face à la Turquie et que Renault a choisi de venir au Maroc parce que justement il présentait encore un réservoir d'emplois suffisamment bon marché pour pouvoir progresser, mais était également en train de devenir un marché suffisamment important pour qu'il puisse atteindre la taille, scale et scalability. Et la troisième séquence, qui est celle de Ricardo Hausmann, c'est la remise en cause d'un certain nombre de doctrines et la remise en cause aussi d'un ancien monde. Le Maroc, jusqu'en 2000, est peuplé
d'économistes du développement qui ont été nourris aux industries industrialisantes des années 70 et à une université en particulier, située à Rabat, qui a fourni la plupart des économistes que nous avions au Maroc. Et donc il y avait non pas une pensée unique, mais disons une certaine doxa en matière économique qui va être disruptée par ces théories de Ricardo Hausmann, qui est de se dire, finalement, nous avons des ruptures importantes qui sont en train d'arriver dans le monde, et nous avons une pression démographique très importante, et les choix anciens qui sont de dire il faut monter dans la chaîne de valeur, il faut qu'on puisse continuer à creuser les sillons dans lesquels on est bon, il faut qu'on fasse de l'engrais et du super-engrais si on fait du phosphate, sont tous remis en cause aujourd'hui par ce nouveau monde dans lequel, avec l'intelligence artificielle, on peut faire ce fameux leapfrog et avancer très rapidement vers l'économie de la connaissance. Et donc c'est, à mon sens, le discours 2017, c'est la conclusion qu'on a raté quelque chose dans ce virage économique, et on a raté quelque chose aussi, il faut qu'on se le dise extrêmement franchement, parce que pendant le printemps arabe, on a perdu énormément de temps parce qu'on a eu une période de mitigation, on va dire, démocratique, où il a fallu faire des concessions et où il a fallu avoir un gouvernement dans lequel des gens sont des nouveaux entrants, n'ont jamais pu entrer dans la technostructure marocaine, qui est une technostructure, rappelons-le, francophone, majoritairement formé à Paris, et donc qui se retrouve avec des islamistes en face et qui se dit mais comment je vais faire avec ces gens, les modes d'emploi ne sont pas les mêmes, donc il y a eu un problème de logiciel et il y a eu un problème de retard. Et il faut qu'à un moment, ça, on se le dise. On se le dise vraiment. Il y a eu un problème de dialogue entre les élites francophones et les élites islamistes. Et ceci a occasionné un retard. À partir de là, quels sont les trois éléments sur lesquels on peut évaluer également ce parcours-là? Les trois éléments en termes de projection internationale sont de la manière suivante. La première partie du règne, c'est Taza avant Gaza. La grande tournée du Nord, l'IER, la question de la femme, les grandes questions sociales qui ont animé le début du règne de Mohamed VI, et donc les questions de rattrapage social, les questions de rattrapage territorial et les questions d'inclusion. La deuxième partie du règne, c'est Taza et Gaza. C'est Renault, c'est la reprise des activités diplomatiques intenses au niveau international. Et la troisième séquence, c'est Taza, Gaza et Accra. Et donc cette fameuse séquence africaine... Non, elle est... Oui, bien sûr. Ah, Gaza et Accra. Oui, oui. Je parlais de Taza. Taza et Gaza, monsieur Gaza. Gaza, là, et Gaza. Et Gaza. Parce que le Moyen-Orient fait partie aussi de la doctrine. Il n'y a pas de problème. Juste pour mémoire, Sa Majesté, le patron du comité Al-Quds. Donc voilà, Gaza est inclus. Et donc, lorsqu'on arrive à cette troisième séquence, qui est cette séquence africaine, on dit quel est ce pays dont le taux de consommation intermédiaire au niveau de son industrie est absolument médiocre, où il n'y a pas de projection internationale. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Afrique de l'Ouest? Pourquoi est-ce que les banques marocaines vont s'installer là-bas? Eh bien, ça a permis d'augmenter les taux de croissance, on va dire, d'environ 1 point. Mais il reste 2 points essentiels qui aujourd'hui font que nous avons cette conversation aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on a échoué sur la question de la répartition des richesses. Et les premiers à être responsables, c'est nous, c'est les élites et ceux qui possédons le capital. Parce qu'on a été égoïste et parce qu'on n'a pas suffisamment reversé et parce qu'on ne met pas assez d'argent dans notre pays. Et parce que l'économie, c'est quelque chose de simple. Est-ce que les nationaux gardent l'argent dans leur pays et investissent dans leur pays? Pas est-ce qu'ils achètent des baraques à Marbella? Ça, c'est la première. C'est des choses extrêmement simples et pragmatiques. Et le deuxième élément, c'est comment allons-nous faire, alors que nous sommes encore un pays intermédiaire, pour faire face à la 4e révolution industrielle, alors que l'Europe, aujourd'hui, nous prend 50% des ingénieurs qui sont produits chaque année par nos écoles, et que de l'autre côté, on n'a plus suffisamment d'investissements directs étrangers qui viennent vers le Maroc pour créer suffisamment d'emplois chez les cols bleus. Si cette tendance continue, le chaudron social ne peut que s'intensifier. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de redéfinir ce nouveau modèle de développement, le seul choix qui est en face de nous, c'est le pari de l'éducation et le pari de la formation. Et il a besoin d'un investissement fort du secteur privé parce que l'État ne sera pas en capacité, quel que soit le plan qui sera déroulé, de pouvoir absorber la demande et de pouvoir donner de l'employabilité. Donc voilà le triptyque vertueux sur lequel le Maroc, à mon sens, doit pouvoir se projeter, résoudre
la question de l'employabilité des jeunes et de ceux qui rentrent sur le marché du travail. Il y a des pistes qui peuvent être intéressantes et qui sont évoquées. Pourquoi ne pas faire payer aux employeurs étrangers une taxe chaque fois qu'ils veulent émettre un visa pour un ingénieur qui a été formé par une école publique marocaine? Les chiffres sont extrêmement simples. On parle de 80 000 à 100 000 euros pour former un ingénieur d'une grande école marocaine. Ça ne changera absolument rien, mais au moins ça permettrait de pouvoir récupérer de l'argent dans l'éducation. Deuxièmement, évidemment, investir les champs de l'intelligence artificielle, du digital, de l'économie du savoir, du numérique. Je vois ici les représentants du monde de l'éducation qui le font avec de nouvelles méthodes et des techniques d'apprentissage qui sont tout à fait nouvelles et qui sont importantes pour qu'on puisse s'inscrire. Et puis sur le reste, il faut qu'on puisse vivre et terminer cette séquence dans laquelle il y a ce choc des élites. Le moment de faire l'union sacrée est peut-être venu. Voilà. Magnifique. Alors, merci déjà d'avoir respecté le temps imparti. C'est très important. Et qui dit respect du temps imparti, déjà, en fait, on est en train de parler de valeurs. Et c'est Abdelmalek, dans son brillant exposé, a parlé d'un élément fondamental, qui sont les valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui fait de nous de véritables élites, chacun, en fait, dans sa zone de responsabilité. Et en l'écoutant, je me suis commémoré, en fait, un poème de l'ère victorienne qui s'appelait « If » de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Et qui détaille justement cette notion de patriotisme, non pas dans des valeurs affichées comme des étendards, mais dans un exercice continu sur le terrain. Alhamdoulilah, notre pays il est riche de par sa culture. Je pense qu'il est temps de mettre en exergue justement ce leadership pipeline dont on a tous besoin, avec des femmes et des hommes qui respirent cet amour du pays, qui le pratiquent surtout sur le terrain, pas uniquement quand les caméras sont allumées. Alors, vous avez parlé aussi d'un élément qui est très important, qui est très crucial, mais je l'utiliserai en fait peut-être comme introduction pour Sil et Saoui, justement, c'est cette union sacrée. C'est cette transformation de la diversité en fait de notre royaume, aussi bien en termes d'histoire. On a une belle histoire commune. Les latins, juste pour faire intellectuel, ils appellent cela le translatio imperi. C'est la continuité dans le développement, c'est la continuité sacrée. C'est ce qui fait justement la spécificité du Royaume du Maroc. On est un pays qui est toujours dans la continuité, mais qui n'hésite pas justement à se relire, à se remettre en cause pour création de plus de valeur. Alors avec cette introduction et sous vos applaudissements, je donne la parole à Saïd Saoui. Merci, Amine. En fait, ça devient assez compliqué de parler après Moulay Abdelmalek Alaoui, après mon ami et mon prof Nourdine Laoufi. Sur une problématique, en fait, je suis tenté de commencer par ça. Vous savez, l'histoire du développement, elle est faite de ruptures, tout le temps, et de continuité par rapport à un certain nombre de choix. Mais la rupture en ce qui nous concerne, pour le modèle de développement marocain, nous avons déjà un avis sentencieux. Le modèle a échoué. C'est bien. S'il a échoué, il faudrait qu'on comprenne, il faudrait l'ausculter, comprendre pourquoi. Et là, je vous invite à faire avec moi un petit voyage dans le temps en ce qui concerne les grands choix qui ont été faits par le Maroc à l'aube de l'indépendance. À l'aube de l'indépendance, le grand choix, le premier grand et fondamental, c'était que le Maroc avait une vocation agricole. Nous y avons cru. Vocation agricole. Et c'est un choix, on va dire, macro qui a pu déterminer par la suite une série de choix au niveau sectoriel. On a dit vocation agricole, tout de suite et très tôt, le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, a fait un choix visionnaire pour lequel le Maroc a été beaucoup critiqué par les experts de la Banque mondiale. C'est le choix pour les barrages et l'irrigation du 1 million d'hectares. Le 1 million d'hectares, on nous a, surtout dans les staff papers de la Banque mondiale, on retrouvait toujours que le Maroc finançait ces grandes infrastructures avec un coefficient de capital très élevé, c'est-à-dire, pour faire simple, c'est des investissements qui ne sont pas rentables financièrement, où l'output financier n'était pas garanti. Mais le Maroc, alors, c'est aussi un point de départ, c'est que tous les choix de politique économique, de choix de développement ont été faits de manière centrale, et justement ça rejoint la centralité et la verticalité des politiques publiques, et ça a été fait dès le départ. Et au début, vous vous rappelez bien, il n'y avait pas de bourgeoisie marocaine propre. Il y avait quelques industriels installés à Casa, mais on n'avait pas ceux qui pouvaient porter des projets de développement clairs. Alors, on est allé avec l'agriculture, quelques industries naissantes,
qui ont été hérités, mais vraiment c'était très timide. Et on arrive au début on va dire, au début des années 70, où on a commencé, et c'était la grande mode à l'époque au niveau du tiers-monde, c'est l'industrialisation par substitution aux importations. Ça, c'était un effort qui a été fait, on le sait, ça a été fait au Brésil, etc., dans d'autres pays. Ça nous a réussi pour un certain moment, et il y avait la brèche du textile, vous vous rappelez très bien. Et le textile, c'était l'industrie par excellence qui avait pu développer des pôles d'industrialisation à Fès, par exemple, dans la région de Casablanca et Rabat. Mais en même temps, ça a apporté ses lots, si vous voulez, de prolétarisation, etc., etc. Mais comme les choix du Maroc ont été assez lents, c'est-à-dire on n'a jamais eu un changement de paradigme très très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'essoufflement d'un modèle d'industrialisation et de croissance qui a fait qu'à chaque fois, on injectait un petit changement à ce niveau-là. Avec la politique des barrages, avec les filières, les premières filières agro-industrielles ont commencé à émerger à partir des années 60-70 et on a commencé à avoir quelques embryons d'industrialisation. L'État était toujours présent par des incentives, par de la participation, mais le grand push en ce qui concerne le développement de l'initiative privée, c'était la marocanisation. La marocanisation a permis à un certain nombre d'industriels, de personnes qui étaient dans l'administration d'ailleurs, et qui ont profité de cette opération-là pour véritablement devenir et prendre l'habit du capitaliste, de l'homme industrieux qui était le Marocain. Et là, il y a en fait, et ça c'était aussi à l'origine du capitalisme familial que l'on connaît. Je pense que Nordine, tu avais fait un gros travail sur ça. Et ça a commencé, on a eu le premier embryon d'investissement. Après cela, on est allé, le Maroc a connu le premier choc pétrolier où c'est un choc extérieur où la résilience de l'économie marocaine n'était pas très forte à ce moment-là. Le deuxième choc a été fatal parce juste après, on a été sous programme FMI, c'est le programme d'ajustement structurel. Pourquoi? Parce que la balance des paiements était tellement déficitaire que nous, on ne pouvait ni chez le FMI prétendre à aller sur les DTS pour financer le déficit de la balance des paiements, mais c'était conditionné de toutes les manières. Et après, alors ça, c'est 80, vous vous rappelez, ça a été couplé entre la politique d'ajustement structurel, la rigueur, et c'était la gestion restrictive de la demande globale. On coupe les robinets, il n'y a plus de subsides, il n'y a plus rien. Alors l'État était obligé, je me rappelle très bien, moi j'avais même volé un document à Paris sur les négociations, ça c'est mon côté journaliste. C'est ma déformation de journaliste qui m'a poussé à le faire. J'ai volé un document, c'était le mémorandum du Maroc, et qui s'engageait à ne créer que 2000 postes, alors que l'État, c'est-à-dire sur l'équation de création de postes budgétaires, l'État ne devait créer que 2000 postes, en un an. Et c'est là où on a commencé à voir tous les mouvements de protestation dans les rues, etc. Et les années 80 étaient des années de récurrence de sécheresse, et ça, on y vient. Le secteur qui pouvait... Nous avons un phénomène assez particulier au Maroc. Le poids de l'agriculture dans le PIB, il est de 13-14% du PIB. Mais son influence, elle est plus qu'exponentielle. C'est-à-dire qu'il suffit que l'on baisse d'une récolte moyenne de 60 millions de quintaux pour avoir un taux de croissance négatif. Pourquoi? Ça, c'est la matrice sectorielle qui le définit et qui explique toutes ces interrelations, parce que même quand au moment fort de la sécheresse, quand le gouvernement voulait lancer un programme anti-sécheresse, vous savez, le coût qui était estimé, c'est 9 milliards de dirhams pour une récolte. Ça veut dire qu'on a même pensé à donner des subsides directement aux agriculteurs, ça n'a pas marché. Et il fallait mobiliser justement ces 9 milliards à un moment où on avait une gestion restrictive du budget. On avait une politique très restrictive et qui ne permettait pas au Maroc d'avoir des marges de manœuvre. Alors comment les choses vont commencer à évoluer sincèrement avec le reprofilage de la dette extérieure, parce qu'on avait à un moment donné, on atteint 21 milliards de dollars.
entre la dette extérieure et la dette intérieure, et il fallait reprofiler de cette dette. Il y a eu une gestion active de la dette et qui a permis en fait, c'était du temps où il y avait, c'est où elle est l'eau, et ça a donné des résultats intéressants. Le rachat de la dette par les pays créanciers, surtout la partie publique, mais la partie privée aussi a été renégociée dans le même sens, ce qui commençait à donner un peu d'aisance aux finances publiques et qui nous ont permis au début des années 80-90 de rentrer dans une nouvelle phase. 90 plutôt, de rentrer dans une nouvelle phase. Et c'est là où on a commencé à se dire, attention, l'agriculture, elle est dépendante de la pluviométrie. Nous avons des industries naissantes qui ne sont pas assez fermes. On n'a même pas de niche, on n'a même pas de spécialité qui nous permettent d'extraire la conjoncture économique des aléas. Alors on a commencé à réfléchir. Rapidement, je termine. Je dis tout simplement que on a commencé à penser, à choisir, à faire un choix volontaire sur le développement des industries, même si on n'avait pas l'avantage comparatif pour un certain nombre de secteurs, mais on l'a fait. On l'a fait en pensant à des grappes industrielles et pour aller voir vers le plan de développement industriel et l'accélération industrielle qui aujourd'hui a donné des résultats très probants. Je vais être rapide. L'accélération industrielle, il y a eu des objectifs annoncés, quoique moi je discute l'aspect emploi, mais sur le plan des retombées en termes d'écosystème, par exemple un secteur comme l'automobile, il est vraiment dans l'excellence aujourd'hui. Sur les nouvelles technologies, nous sommes vraiment en pointe, et là nous avons la matière, je pense, mais on n'est pas en pointe, mais je veux dire qu'il y a une dynamique, tout à l'heure tu en parleras. Donc on est en train de faire. On n'a pas, malheureusement, notre positionnement sur le commerce international n'est pas ce qu'il devait être. Et je pense là, il faudrait aussi un accompagnement. On a le Maroc vert et le truc. Mais le gros problème à ce niveau-là, et c'est pour ça que je vais terminer par ça, c'est que toute notre réflexion stratégique a été faite en silo. Notre grand problème, c'est la synergie, c'est la convergence. Ça, on le retrouve même au niveau de l'INDH. Plusieurs secteurs interviennent sur les NDH, aucune convergence. Personne ne parle avec personne, chacun avance un certain nombre de chiffres. Donc finalement, si on veut demain avoir un nouveau paradigme, il faut le penser d'abord dans la convergence, d'abord dans les synergies, si on veut véritablement conduire un changement réel qui va faire cette inflexion qui nous fera sortir de toutes ces lourdeurs parce qu'elles sont restées. On n'a pas perdu nos tares, nous les avons avec nous, mais on se guérit et on va aller de l'avant, je l'espère du moins. Merci Sélé Essaoui. J'ai la lourde tâche aussi d'être le gardien du temps. Donc, merci pour votre compréhension. Merci aussi pour la lumière qui s'est dégagée de vos propos. Et je fais le lien avec ce qu'a dit Sélé Aoufi déjà en premier, avec votre voyage dans le temps et aussi dans la géographie marocaine, des 12 régions qui unissent notre beau pays. Il y a cette notion aussi de l'impact de l'histoire et l'irrévocabilité justement des décisions qui ont été prises. Très important. On n'est pas sur une page vierge où on est en train de dessiner ce qu'on a envie de dessiner, avec en fait des agrégats qui sont théoriques et où tout paraît beau. Il y a aussi une histoire, il y a aussi en fait des événements majeurs, il y a aussi une conjoncture mondiale qui a son impact aussi sur notre approche qui est délibérée et qui est indépendante. Pour garder justement pour cette notion de respect du temps, je pense qu'on a un ensemble d'objectifs qui sont communs, avant de parler de comment atteindre justement ces objectifs-là. Les objectifs ils sont très clairs. Tout bon modèle de développement, il unit un ensemble d'éléments. Le premier, c'est la création de richesse. Une richesse qu'on se veut contingente et pour tout le monde. N'oublions pas le premier article de la Constitution marocaine, n'est-ce pas? Le Royaume du Maroc est une monarchie constitutionnelle, avant tout. Deuxièmement, démocratique, d'accord? Parlementaire et sociale. Et justement, c'est parmi les triggers, parmi en fait les catalyseurs du débat et de la discussion que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Donc, sous cette lumière-là, on se doit de créer un modèle qui est contingent, de la richesse pour tout le monde, de l'emploi, pour que tout le monde se retrouve dans ce modèle-là. Et c'est très important, mais aussi une pérennité des avantages, je dirais, des bienfaits sociaux, pour bien choisir en fait le mot, et de la paix durable. Alors pour en parler, on le disait tout à l'heure, on a un volet politique et institutionnel avant d'entamer justement le volet économique. Je cède la parole à Simezouz, que je remercie de m'avoir contacté hier de nos chères provinces du Sud, et précisément de Dakhla, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce débat
d'abord d'un grand intérêt, puis d'une très, très bonne qualité, compte tenu déjà de ce qui a été dit. Donc je vais essayer de ne pas revenir au diagnostic, hein, parce qu'il a été largement, on va dire, étayé à ce stade. Et en précisant que je suis un politique, mais je suis aussi surtout un économiste qui fait de la politique. Et donc, vous allez trouver quelques propos assez économiques dans ce que je vais dire. Je vais tout de suite dire d'abord qu'on a travaillé, donc quand je vais dire nous, on, c'est parce que ce que je vais vous dire est fortement influencé par une réflexion de groupe, d'une démarche qu'on a entamée depuis novembre 2017. Donc depuis le discours de Sa Majesté en octobre 2017. Donc ce n'est pas un nous un peu protocolaire, c'est un nous d'un travail de groupe, hein, donc qui a sillonné le Maroc, qui a discuté, etc. Et je voudrais aussi corriger quelque chose qui s'est dit tout à l'heure. Nous ne considérons pas du tout que le modèle qui a, si on peut, je mettrai modèle entre guillemets, a échoué. Le modèle a réussi dans un ensemble de choses, il a répondu à un ensemble d'objectifs, comme l'a dit C. Abdelmalek, comme l'a dit C. Laïsaoui, mais il a atteint ses limites compte tenu du temps, compte tenu de l'évolution, compte tenu d'un ensemble d'éléments à la fois nationaux et internationaux. Et une des principales limites qu'a connu ce modèle, et ça a été aussi dit, c'est que pas d'inclusion, où il n'y a plus d'inclusion depuis plusieurs années dans le déploiement de nos modèles, notamment économiques, mais aussi sociaux, que ce soit au niveau social ou au niveau territorial. Donc il y a beaucoup de régions qui sortent un peu du train du développement, et dans ces régions, il y a beaucoup de monde qui sort de ce train de développement. Donc c'est juste pour corriger un peu la notion d'échec, pour qu'on ne soit pas nihiliste. Et il y a eu un ensemble d'éléments en termes d'investissement, infrastructure, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes un des pays qui connaît le taux d'investissement le plus élevé du monde et qui crée le moins d'emplois au monde par rapport au point de PIB et au point et aux millions de dollars investis. Et donc ça, c'est, je dirais, la principale limite du modèle que nous avons vécu jusqu'à présent. Je suis aussi, je vais insister sur l'approche, parce que c'est la seule polémique que je me permettais de dire, c'est celle que je viens de dire. Donc il ne faut surtout pas que, comme l'a dit à l'introduction, que la réflexion sur le modèle de développement se traduise en un combat de coq entre partis politiques. Il faut qu'on adopte l'approche qui a été adoptée au moment de la Constitution de 2011. Il y avait un travail de tout le monde pour arriver à quelque chose qui a fédéré l'ensemble de la nation. Donc ça, c'est un de nos... Donc notre réflexion a porté sur un ensemble de fondamentaux, et on a évoqué également des ruptures, mais aussi des choix. Des choix parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Même dans un modèle de développement, il faut opter pour des choix. Parce que quand on dit un modèle, c'est un modèle sur une période. C'est vrai que cette période, c'est pas un programme gouvernemental. C'est pas un plan sectoriel. Donc c'est une approche holistique sur une durée assez longue, mais malgré tout une durée qu'il faut définir. Qu'on dise d'ici 2030 ou 2040, qu'est-ce qu'on veut, et donc un projet de société, et qui dit projet de société, il dit vision. Ce mot vision, je trouve qu'il n'a pas été suffisamment souligné. Une vision, c'est un rêve d'une nation, d'un pays, avec à la fois son leadership, son élite, que ses citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on veut être dans les 20 prochaines années, en termes de positionnement géographique, en termes de richesse au niveau régional, et en termes surtout également de développement humain. À ce niveau-là, donc, nous avons insisté, ou nous insistons plutôt sur un ensemble de fondamentaux
très rapidement, il n'est pas question de revenir sur le processus démocratique qui est en cours. Il faut le poursuivre et je dirais même l'accélérer en utilisant toutes les marges de manœuvre qui sont encore disponibles dans la Constitution. Il y a beaucoup de marges de manœuvre qui n'ont pas été exploitées malheureusement. Préserver l'identité du pays sans, je dirais pas sans, plutôt en diversifiant, en continuant à diversifier et à renforcer cette diversité culturelle et linguistique que le Maroc a connue et que nous prétendons à développer. Également, renforcer la citoyenneté, ça a été dit. Mais une citoyenneté, c'est des droits, c'est des obligations. Il faut que le citoyen comprenne qu'il a aussi des obligations, y compris fiscales. Nous sommes à la veille des assises fiscales et nous avons également contribué en tant que partie à cette réflexion. Nous avons livré une réflexion acquis de droit. Également garantir la liberté d'entreprendre et la liberté et libérer les énergies. La liberté d'entreprendre, c'est la libre concurrence, c'est arrêter avec les rentes, arrêter avec les droits acquis, etc. Donc ce sont des éléments de la Constitution, mais des éléments qu'il faut déployer dans une réflexion, dans des garde-fous, je dirais, d'un modèle de développement. Et puis, bien sûr, construire donc ce que nous voulons apporter comme nouveauté, comme rupture, sur des choses que nous avons développées. Nous avons investi beaucoup dans le matériel, nous manquons beaucoup d'investissements dans l'immatériel. Je pense que les infrastructures qui ont été déployées et dont on a parlé, il est temps de les rentabiliser. Nous avons des autoroutes, mais nous n'avons pas d'usines autour. Nous avons des aéroports, mais nous n'avons pas suffisamment de touristes qui viennent pour remplir à la fois les aéroports et les hôtels, etc. Donc il y a, je dirais, dans cette réflexion, comment capitaliser sur le réalisé, sur l'acquis, pour envisager un avenir meilleur. Et en termes d'approche, nous mettons l'homme, et vous l'avez tous dit, l'homme au centre des préoccupations. Donc il n'y a pas de développement. Pardon? لا اسمح لي احنا لا رجل بدون امرأة. Les gens disent derrière chaque homme il y a une femme. Moi je dis avec chaque grand homme il y a une femme. Mais je suis derrière, elle est avec lui. Donc quand je dis homme, c'est l'être humain. Donc moi bon, on va pas polémiquer là-dessus. Ouais. Donc conclure. Là ouais. Donc, et aujourd'hui, s'il y a une rupture principale que nous devons, parce que n'oublions pas que même dans le discours de Sa Majesté, la notion de rupture est revenue à 2 ou 3 reprises. S'il y a une rupture à opérer aujourd'hui et d'urgence, c'est une rupture en termes de gouvernance. Parce que lorsque aujourd'hui on parle de modèles de développement, ou même des plans sectoriels, des plans on n'a jamais adopté une approche holistique pour notre développement. Et on n'a jamais mis en place des tableaux de bord, excusez-moi le terme, je suis un peu technique dans cette approche. Qui est responsable de quoi, dans quel délai, par quels moyens, et puis la reddition des comptes. On fait des redditions des comptes ex nihilo. Donc il y a des organismes de contrôle, mais qui viennent contrôler sur la base de quoi? Un contrôle se fait sur la base d'un contrat. Un contrat, c'est des objectifs planifiés dans le temps avec des responsabilités au niveau national et au niveau régional. Et je terminerai, parce que bon, j'aurais aimé aller un peu plus loin, mais je terminerai par donc la dimension régionale. Je reviens d'une région pour laquelle il y a eu une vision qui a été définie. Enfin, un groupe de régions, donc les provinces du Sud, 3 régions, pour lesquelles il y a des moyens qui ont été déployés, pour lesquels il y a, je dirais, un plan royal, un plan Marshall qui a été déployé. Et on voit des changements qui sont en train de se faire à une vitesse grand V, mais il n'y a pas de système de pilotage
rigoureux par rapport à cela, en termes d'avancement, en termes de résultats, en termes de rendement, pas de rentabilité, mais de rendement économique et social de ce plan. Dernier point, donc, c'est des choix au niveau national et au niveau régional, sur quoi on va mettre le cap par rapport à ce modèle de développement. Dans cette période-là, qu'est-ce qu'on veut? Nous disons qu'il faut miser sur l'humain et donc il faut créer le contexte du développement humain durable. Enseignement, santé, préservation de l'environnement, égalité femmes-hommes, femmes-hommes et femmes-femmes, madame, hein, d'accord? Je reste justement et je récupère par rapport à ça avec votre permission. Très rapidement, il me reste on va dire 1 minute. Deuxièmement, donc, j'ai dit une gouvernance efficiente, je ne reviendrai pas là-dessus. Troisièmement, lutter contre la pauvreté est une urgence. Développer une classe moyenne est aussi urgent. Nous avons amenuisé et appauvri la classe moyenne. Donc, aussi bien au niveau national et au niveau régional. Et quand je parle de ces éléments-là, dans notre approche, nous avons proposé des mesures, bien sûr des recommandations, derrière chacun de ces points, et des mesures pour illustrer la faisabilité de ces recommandations. Et ces mesures sont souvent des mesures qu'on a considérées comme des quick wins. Je note que vous avez programmé tous les mois des rencontres par rapport à ce sujet et je me porte volontaire à apporter ma contribution là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Simazouz. Merci pour ce brillant exposé à l'image en fait de tous nos intervenants. Je note justement cet élément très important dont vous avez parlé, c'est la vision. Il faut oser rêver. Je pense que pendant longtemps, quand on parlait de rêver, on était targué au meilleur des cas de philosophe, d'accord. Au pire des cas, justement, rêveur était devenu une insulte parfois, il faut oser le terme. Alors que rêver, c'est la base. Sans rêve, on n'est pas humain. On ne vit pas, on ne fait que survivre. Et à l'échelle du métasystème qui nous réunit tous, qui est un pays, on se doit d'avoir un rêve qui est une vision collective, d'accord, qui fait en sorte que chacun d'entre nous, Fil Bedia ou Fil Mdina, se réveille tôt le matin pour travailler, que le riche et le pauvre travaillent justement d'une manière unie et créant de la valeur. Mais le rêve tout seul n'est pas suffisant. Parce que si on n'atteint pas justement les rêves, ça devient de la frustration. Et c'est la chose la plus pire qu'on puisse avoir à l'échelle d'un système ou à l'échelle d'un pays. Et encore faudrait-il traduire ces rêves en des objectifs stratégiques qui sont chiffrables et qui se doivent d'être portés aussi bien par les grandes entreprises que par les partis politiques avec des moyens de mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on vous parlait tout à l'heure de mesures, je pense qu'il est temps, et si ce n'était pas déjà en fait il y a des années, que nos partis politiques, quand ils parlent de chiffrage, au milieu de mandat, en début de mandat, à la fin de mandat, eux-mêmes, avant que les organismes de contrôle en parlent, voilà ce qu'on a réalisé par rapport aux objectifs sur lesquels on s'est engagé et sur lesquels justement le peuple nous a donné ce pouvoir justement de représentation. C'est très fondamental en tant que soi. Et c'est très important aussi que nos partis politiques ils se posent les questions eux-mêmes. Ont-ils les moyens d'atteindre ces objectifs qu'ils s'auto en fait fixent ou bien qu'ils proposent. C'est très fondamental en tant que soi. Vous avez parlé aussi de cette notion, de cette, je dirais pas une dichotomie, mais de cette complémentarité entre pour faire le lien entre justement entre les initiatives privées, entre le rôle de l'État, parce qu'il se doit d'y avoir une complémentarité. Les discours d'El Sidna aussi, cet élément fondamental, c'est le rôle de l'entrepreneur citoyen, c'est le rôle aussi de la TPE ou de la PME, parce que c'est elle qui est proche en fait mais le terrain, c'est elle qui crée de la valeur sur le terrain et du vrai emploi. La régionalisation avancée en termes d'économie, c'est la TPE, la PME, c'est le monde rural, il faut le dire. Il faut traduire justement ces grandes notions en du pratique sur le terrain. Alors sans cesse, sans interruption, j'ai envie de me tourner vers la Selwa, vers ma chère amie Madame Belkziz, qui est à la fois entrepreneur femme, avec un grand F. J'ai eu le plaisir d'être avec elle dans des émissions télé, mais aussi dans des conférences et des missions à l'étranger. C'est une femme en fait de valeur, avec le grand V. Et c'est important de mettre en valeur justement tous nos citoyens qui font du travail sur le terrain. La Selwa. Comment atteindre ces objectifs? Vous qui êtes la patronne d'entreprise, vous aussi qui êtes une représentante en fait de tout un secteur, comment vous voyez en fait l'atteinte de ces objectifs? Sous applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci. Je voudrais d'abord remercier l'Institut de m'avoir invité par son président. C'est une fierté de participer à un tel débat et on a vraiment besoin de tels débats. Et puis devant cette assistance
prestigieuse, mais même si une grande partie a déjà quitté la salle, je pense qu'ils veulent préparer un petit peu à la suivante. Non, c'est plutôt pour préparer la suivante. Mais c'est pas grave, je pense que les gens de qualité sont dans la salle, donc ça nous permet de continuer notre débat. Moi, ce que je voudrais faire référence en fait au dernier bulletin économique de la région MENA, qui s'intitule Nouvelle économie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui a été édité par le groupe Banque Populaire en octobre 2018. Et en fait, en gros, c'est un peu ce qui a été dit, ce que vous venez de dire. Ce rapport, il dit que les économies classiques qui sont basées sur l'investissement public, ils ont atteint leurs limites dans nos pays et qu'elles ne peuvent plus faire face au chômage des jeunes. Quand j'entends Monsieur le ministre de la Santé parler de 200 milliards de dirhams d'investissement, oui, justement, mais ce n'est plus le modèle. Donc, il ne suffit pas d'avoir justement des investissements publics, ça ne marche plus. Donc, ça a été démontré. Ce qu'il faut, c'est substituer, comme ça a été dit, un nouveau modèle, en fait, qui est basé plutôt sur un nouveau modèle économique basé sur l'initiative privée et l'investissement privé. Et là, j'aurais aimé que notre ministre, secrétaire déjà chargé de l'investissement, nous parle un peu justement de l'état de l'investissement. Et j'espère qu'on aura l'occasion, parce que c'est à l'investissement privé, qu'il soit marocain ou qu'il soit étranger, qui est justement le moteur de l'emploi de tous ces jeunes-là. Et l'un des chantiers qui me paraissent les plus importants, c'est la structuration et la rationalisation de l'espace privé, que le Maroc a déjà engagé dernièrement en remettant en scène et en réactivant le Conseil de la concurrence, dont j'ai l'honneur de faire partie. Et c'est un conseil justement qui doit jouer un rôle très important pour structurer, donc, pour normaliser et pour réguler justement la concurrence au Maroc. Je rajouterai qu'un modèle économique, pour moi, en question, n'est pas du tout un programme qu'on va affiner lors d'une campagne électorale et que malheureusement le politique n'est plus là, il est parti. J'aurais aimé qu'il l'écoute parce qu'ils sont en train de faire justement les programmes électoraux pour 2021. Sauf que malheureusement, ce programme électoral, en général, il ne peut pas être appliqué parce qu'après les élections, tous les partis rentrent dans des négociations avec celui qui a gagné les élections et puis de toute façon, on n'a plus donc aucun programme électoral. On a un bout de programme de chaque parti. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas être ce modèle économique. Moi, je dirais que je ne veux même plus dire le mot, si vous permettez, je vais parler de l'ordre économique. Ce n'est plus un modèle, on n'a plus le choix. C'est un ordre économique qui est mondial, qui est né de la disruption globalisée, où les États-Unis et la Chine, ils mêlent les jeux avec leurs avances technologiques. Et c'est ce modèle-là qui va s'imposer universellement. Donc on doit rentrer dans un ordre. On ne peut pas, pour moi, le Maroc, et je suis contente qu'on puisse justement parler en toute indépendance ici, on ne peut pas inventer un modèle économique, mais on doit rentrer dans l'ordre économique. Et si on ne rentre pas dans l'ordre, eh ben on va rester sur les trottoirs. On n'a pas le choix. Donc on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui a cité Marx, mais même Marx, maintenant, c'est dépassé, parce que les travailleurs, justement, ils vont vers des entrepreneurs indépendants maintenant. Et c'est le capital... Oui, maman, tout à fait. Et le capital, maintenant, qu'est-ce qu'on parle? On parle de capitalisme digital, qui est mondialisé. Parce que quand vous utilisez une plateforme, l'argent n'est pas au Maroc, l'argent, il va aux États-Unis, il va ailleurs. Il n'y a pas de plateforme marocaine. Donc, en fait, c'est vraiment un capitalisme qui est devenu digital. On ne peut même plus parler de modèle Adam Smith parce que, justement, il n'y a plus de logique nationale et on ne garde pas les profits localement. Comme j'ai dit, quand on utilise une plateforme ou qu'on utilise les technologies, malheureusement, même quand on utilise une plateforme de réservation d'hôtel, une grande partie, elle va à l'étranger. Donc, ce n'est pas dans notre pays, ce n'est pas notre pays qui en profite. L'Europe, actuellement, justement, donc on a parlé de la Chine et des États-Unis, mais l'Europe qui essaye de rattraper en fait son retard face à ces géants américains et chinois, c'est une Europe qui est vieillissante. Donc cette Europe, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de notre jeunesse instruite. Elle a besoin des Africains, des jeunes Africains instruits pour combler son retard, et les flux migratoires se sont doublés. Notre ami tout à l'heure a parlé justement des départs massifs des ingénieurs. On le vit depuis 2 ans dans notre secteur, où il y a à peu près 600 ingénieurs ou informaticiens qui partent tous les mois à l'étranger. Donc la solution par rapport à ça, je vais dire,
par rapport à ces géants asiatiques ou américains, ce qui peut être une idée un peu farfelue, mais bon, on est là pour nous exprimer. C'est carrément une association économique Europe-Afrique pour faire face à ces géants américains et chinois et permettant d'endiguer les flux migratoires pour apaiser les nationalismes qui sont capables malheureusement de ruiner l'Europe. Sur le plan local, pour revenir au Maroc, il est urgent de tacler les effets de ce nouvel ordre économique. Alors là, je prends ma casquette de président de l'APIBI et je sélectionne des urgences majeures. Parce que autant je partage tout ce que vous avez dit tout à l'heure, autant vous avez dit que le Maroc, des technologies de l'information, s'est construit rapidement. J'ai dit non, malheureusement, il ne s'est pas encore construit. On a pris beaucoup de retard sur le Maroc au niveau de nouvelles technologies de l'information. Ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur. J'ai vécu Maroc numérique 2013, Maroc numérique, etc., etc. Mais la mise en œuvre de tous ces plans-là n'est pas encore réalisée vraiment. Donc, on a du retard. Et on dit qu'il faut... Les urgences, c'est quoi? C'est il faut équiper tout le pays en haut débit. Généraliser le haut débit partout. Que tous citoyens marocains puissent accéder rapidement à Internet pour un prix compétitif. C'est la priorité. On ne peut pas parler de nouvelles technologies de l'information si on ne parle pas de ça. Donc généraliser la couverture. Il faut la qualité de la formation de base dans notre jeunesse. C'est vrai que la formation professionnelle, c'est très importante. Et là, on salue la dernière stratégie qui a été présentée à Sa Majesté. C'est très important dans tous les secteurs. Mais la formation de base reste l'essentiel. Pourquoi? Parce que 60% des métiers de demain, on ne les connaît pas encore maintenant. Est-ce qu'avant, on savait ce que c'était il y a quelques années, il fallait former sur l'intelligence artificielle? Non. Personne ne pouvait parier qu'il fallait former sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez que la dernière étude de McKinsey a démontré que le Maroc, avec tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'industrie automobile, des équipementiers, etc., qui est un travail extraordinaire, mais 50% de ces métiers vont être automatisés avant l'an 2030. Automatisés complètement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des formations de base et qu'on ne passe pas notre temps à former des chômeurs pour les reconvertir par la suite. Il faut que la formation de base soit bonne pour qu'on forme en fait des jeunes qui sont capables de s'adapter à des nouveaux métiers à chaque fois. Parce que justement, alors donc ça c'est côté, je dirais, bien sûr je ne parlerai pas des autres, les autres facteurs de financement, de la réglementation, de la sécurité, etc. Maintenant, je voudrais, si vous permettez, pour terminer, je vais remettre ma casquette de femme chef d'entreprise. En 1 minute, madame la présidente. En 1 minute. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore terminé les 10 minutes que tous les hommes ont eues. Donc, j'ai chronométré. Hein. J'ai chronométré. Vous méritez beaucoup plus que les 10 minutes, non, largement. C'est juste en fait tout ce qu'on demande, c'est juste l'équité. On ne demande rien. On ne demande pas de faveur en tant que femme. On demande l'équité entre les hommes et les femmes. Au moins en temps de parole. Écoutez, Merci. Vous méritez bien plus, madame. Merci beaucoup. Et ça, c'est pas un souci. C'est juste qu'on a jusqu'à 10 minutes pour les autres. Je termine en mettant ma casquette de femme chef d'entreprise et fondatrice de l'AFEM. Nous avons créé l'AFEM en même temps que l'intronisation de Sa Majesté le Roi, en 2000. Et la parité est un objectif qui est de notre Constitution. C'est un objectif qui est économique. Et là, je ne dis pas féministe ou culturel. Mais je pense que le Maroc a vraiment besoin de la totalité de nos compétences, qu'ils soient femmes ou hommes, pour permettre justement d'aller vite, de produire vite et à moindre coût. Et je vous remercie. Merci, madame Belkaziz. Alors, pour gagner du temps, parce qu'il nous reste exactement 10 minutes, d'accord, je ne vais pas faire de transition. Je me tourne vers Madame Sana El-Helou qui représente justement la jeunesse marocaine, mais avec une grande expérience, riche de 15 ans dans le public et dans le privé également. Elle est passée de l'AMDIE où elle gérait justement cette notion d'investissement et des exports, avec une fine connaissance en fait de l'Afrique, avec une orientation dans le privé, avec le cabinet Mazars. Alors Sana, avec ta permission, quand on parle de jeunesse, on parle d'espoir, on parle de futur, n'est-ce pas? Mais on parle aussi de notre continent de référence, qui est lui aussi jeune, qui est notre continent, l'Afrique. Pourrais-tu en fait nous éclairer sur ce sujet? Merci. Très bien, merci beaucoup. Déjà, je remercie l'Institut Amadeus pour l'invitation. À la tête, son président, c'est Brahim. Moi, je dis d'abord, c'est un peu dommage de mettre la femme et la jeunesse dans un îlot à part. On parle de compétences, on ne parle pas d'âge. Là, je suis là en tant que consultante, je représente le cabinet Mazars, je me représente moi-même, indépendamment de mon âge. Donc déjà, je pense que
c'est un peu dommage de toujours revenir sur l'âge pour parler des personnes. On peut très bien assumer les compétences, peu importe notre âge. Je reviendrai, si vous le voulez bien, rapidement sur le concept, d'abord, qui nous réunit aujourd'hui, c'est le nouveau plan développement économique. Moi, je dis que c'est un peu dommage, tout ce scepticisme qu'on a entendu depuis qu'on est arrivé. On a l'impression que le Maroc n'a rien fait et qu'on est là, que ces routes, elles ont été construites nulle part, que ces champions nationaux qui sont en Afrique, ils sont nés la veille. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut se dire très bien, on n'est pas dans une dynamique de destruction. On n'est pas en train de déconstruire ce qui a été fait, on est en train d'évoluer. Et c'est ça l'important. Donc on est dans la disruption, dans l'évolution, et non dans la destruction. Je pense que c'est très important dans ce concept de développement économique. Et je pense aussi que c'est un peu comme un peu le marathon. À un moment donné, quand vous courez le marathon, vous vous arrêtez à des checkpoints pour vous réhydrater. Et je pense que le Maroc aujourd'hui, il s'essouffle, il a besoin juste de se réhydrater. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait auparavant n'était pas bon. Ça veut juste dire qu'il y a un changement de paradigme. Il y a des enjeux géostratégiques, géopolitiques importants qui sont dans le monde et qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à notre actualité et non pas effacer tout ce qui a été fait auparavant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, qui est très important, c'est l'importance aujourd'hui, comme je disais, des différents enjeux géostratégiques, géopolitiques. Le monde a changé et les enjeux, même pour le rayonnement du Maroc, a changé. Avant, on avait tendance à dire le Maroc veut se développer vers l'Europe, vers les États-Unis, vers les autres pays. Or, aujourd'hui, notre identité africaine est de plus en plus présente et on a tout intérêt, en tout cas, à mieux l'enraciner et à mieux se l'approprier. Il y a un sociologue sénégalais, comme Mal connaît très bien d'ailleurs, Ali Younsa, qui disait aujourd'hui l'économie de développement, c'est l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, et non l'économie seulement des chiffres. Et aujourd'hui, on y arrive. Malheureusement, en Afrique, au Maroc et dans notre continent, on a tendance à ne pas faire confiance en nos capacités. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, l'argan, il est déposé par une marque américaine, israélienne, quand vous voyez que dans des pays africains, les plus grands producteurs de coton comme Burkina Faso au Mali n'ont pas de structure de transformation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à revenir vers les fondamentaux et se dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de la transformation. Et le Maroc est déjà très avancé sur le continent, puisqu'aujourd'hui, 85% des IDE marocains y sont présents en Afrique. C'est important de le noter. Qu'aujourd'hui, on est l'un des plus grands investisseurs africains en Afrique, parmi les premiers réceptacles d'investissement. Donc je pense que c'est important de le dire. Il y a, comme disait Madame Sloa tout à l'heure, il y a 20 ans, personne ne pariait sur l'automobile ou l'aéronautique, alors qu'aujourd'hui, le Maroc a fait justement, à travers le plan d'accélération industrielle, le plan émergent 1-2, le choix d'identifier les métiers mondiaux du Maroc. Et ces métiers mondiaux du Maroc qui nous ont permis aujourd'hui de nous arrimer aux chaînes de valeur mondiales. Donc comme je disais, aujourd'hui, nous avons du Bombardier, Airbus, Boeing, Peugeot, Renault. Donc si on a ça, c'est grâce à ce plan de développement. Donc encore une fois, ne dénigrons pas, mais juste disons qu'il faut maintenant anticiper le développement des prochaines années. Et je reviens, c'est peut-être par déformation professionnelle, mais aussi par une forte conviction personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est notre avenir. D'ailleurs, Sa Majesté l'a dit dans son discours dernièrement à Crans-Montana, ce siècle est le siècle de l'Afrique. Et je pense qu'on a tout intérêt à revoir d'abord nos politiques sectorielles en intégrant la vocation et la dimension africaine. Et là, malheureusement, on l'a vu dans ces différentes politiques sectorielles. On l'a vu, par exemple, pour le plan Maroc vert ou le tourisme ou autre. La dynamique, la dimension africaine n'y était pas. C'était une toute petite brique, mais il n'y était pas assez. Donc je pense que pour pouvoir justement aller de l'avant, et il faut repenser stratégie marocaine, stratégie gouvernementale, en intégrant la dimension africaine. Moi, je pense que c'est très important. Et quand vous voyez, je vous donne un exemple tout concret, c'est celui du plan Maroc vert. Il y a depuis toujours, j'ai envie de dire, traditionnellement, les agrumes, on allait les exporter vers l'Europe, vers la Russie, vers les États-Unis, le Canada et tout. Et les dernières années, parce que il y a une surproduction, il y a une problématique de commercialisation, les entreprises commencent à se tourner vers l'Afrique. Donc moi j'ai envie de dire non.
L'Afrique n'est pas par défaut. L'Afrique, c'est l'avenir de demain. Un Africain, un humain sur 4 sera africain en 2050. On ne va pas attendre que le Nigeria double sa population ou que l'Afrique triple sa population pour se dire ah ben finalement il y a une classe moyenne en Afrique et c'est maintenant et c'est là-bas qu'il faut agir. Donc s'il faut aujourd'hui vraiment se développer le nouveau modèle économique, moi je pense qu'il faut qu'il soit réorienté au maximum vers l'Afrique, parce que l'importance d'abord c'est que on a vu ce que l'Union européenne a fait des blocs régionaux, et aujourd'hui c'est très important, et vous le voyez dans le monde entier, l'importance de la notion d'intégration régionale. Malheureusement au Maroc on n'y est pas arrivé avec l'UMA, mais peut-être avec la CEDEAO on y arrive. Aujourd'hui la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, a été ratifiée par les pays. Ça nous donne un accès à un marché unique de plus d'1 milliard de consommateurs d'ici 2022. Donc voilà, encore une fois, cette intégration africaine est très importante, et l'enracinement du Maroc dans cette intégration, dans cette Afrique est tout aussi important. Je vais peut-être conclure rapidement juste pour dire il y a des très beaux exemples justement de ce développement et il se trouve en Afrique. Quand vous voyez l'exemple du Rwanda, cette start-up nation qui du génocide est passée d'une des économies les plus puissantes africaines, avec les taux de doing business les plus importants, parce qu'ils ont tout capitalisé sur la jeunesse et sur les digital. Et je pense que cette start-up nation, on a tout intérêt, et aujourd'hui la jeunesse, c'est une jeunesse qui rêve, et on a vu toute notre vie que c'est grâce aux rêves qu'on peut avancer, et c'est grâce justement à cette jeunesse éduquée, formée, enracinée. Aujourd'hui, le Maroc devient de plus en plus un centre d'excellence pour les subsahariens qui vivent au Maroc. Un point important aussi, c'est de ne pas dénigrer l'immigration. Aujourd'hui, le Maroc, c'est vrai que c'est un pays, ça devient de plus en plus un pays d'immigration et non un pays de transit. Et je pense que c'est une immigration positive et qu'il faut la rentrer dans le nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que s'il y a des grands groupes comme Orange qui ont installé le headquarter aujourd'hui au Maroc, c'est parce que justement on a une attractivité telle qu'on a des hautes compétences africaines qui sont basées au Maroc. Donc voilà, je le redis encore pour terminer, la jeunesse éduquée, la jeunesse africaine, c'est l'avenir. Dans 20 ans, peut-être on aura d'autres ambitions, mais en tout cas aujourd'hui, pour moi, je suis profondément convaincue que le nouveau modèle de développement économique marocain ne passera que par un développement économique africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Sana, et on se rejoint par rapport à ça, la notion de transformation, encore une fois, de vision en choses concrètes en fait sur le terrain. Et vous m'avez rappelé justement, pour faire le lien à Sidi Hamid Douche sur le volet multilatéral, cette notion, je dirais, philosophique asiatique de transformation des faiblesses en force. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est de cesser de voir les problèmes de sous-capitalisation, les problèmes en fait de plusieurs années, le cumul, on en a parlé tout à l'heure avec les brillants exposés, et de les transformer en un point de force. Et aujourd'hui, l'économie immatérielle nous offre en fait un ensemble de niches qui, consolidées, sont des opportunités en tant que soi. Le Rwanda, justement, aujourd'hui, qui est en train de réussir, et c'est aussi de par ce rôle financier qu'il est en train de jouer par rapport à la région. Et notre pays a un rôle en fait fondamental, reconnu mondialement aujourd'hui, de hub financier, de hub logistique maritime par rapport au continent africain. Alors dans cette optique en fait de multilatéralisme, c'est Hamid Douche, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Avant de parler du multilatéralisme, j'ai quelques petites observations aussi à faire. Nous devrions au Maroc aussi réviser le mode de calcul de notre PIB. Le Nigeria a révisé son mode de calcul, il est devenu la première puissance économique africaine. Ils ont même dépassé l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le capital immatériel, n'est-ce pas, n'est pas pris en compte. Quand on voit la composition du calcul du PIB aujourd'hui, il ne reflète pas l'état de l'économie actuelle au niveau du Maroc. Donc procédons à cette révision et vous allez voir, n'est-ce pas, comment les choses vont changer. Troisième observation, le Maroc est assis entre deux chaises. On le considère comme faisant partie de la région MENA, Middle East and North Africa, et puis un pays africain. Or, c'est le système des Nations Unies qui a fait que nous ne soyons pas considérés comme un pays africain, puisqu'on n'est pas catégorisé dans l'Afrique subsaharienne. Dès lors, il y a des mécanismes de financement qui sont destinés aux pays subsahariens qui ne profitent pas à notre pays. Alors, au Maroc, nous avançons, nous parlons de ce modèle jusqu'à présent, à plusieurs vitesses. Donc, nous avons des poches de pauvreté ici, chez nous, au Maroc. Lorsqu'il neige, dans l'Atlas, il y a des villages qui ne sont pas, n'est-ce pas, accessibles.
n'est-ce pas, ni par la route, ni par... bon, je ne veux pas revenir un peu là-dessus. Et donc, il y a une poche de la population qui est aussi éligible aux conditions de financement concessionnel qui sont accordées aux pays qu'on qualifie de pays moins avancés au niveau de l'Afrique. On a parlé de l'ajustement structurel dans les années 80 et tout ça. C'est bien, mais c'est la Banque mondiale qui définit ces stratégies. Donc ces stratégies sont définies à Washington, à Bruxelles. Moi, je voudrais qu'on soit véritablement, n'est-ce pas, qu'on s'approprie, au lieu que ce soit McKinsey qui vient, on lui paie des millions d'euros, n'est-ce pas, pour nous faire pondre des documents, n'est-ce pas? Souvent, ce sont des idées prises chez l'intelligentsia marocaine et ils vont le reproduire, ils mettent juste leur cachet avec une signature et ils prennent un chèque de 3 millions ou 5 millions d'euros. Arrêtons, n'est-ce pas, cette saignée. Nous avons suffisamment d'expertise en interne et en externe. Je veux parler aussi de la diaspora. 9 milliards de dollars sont transférés chaque année. Il faudra, à mon avis, qu'on utilise davantage nos ressources qui sont à l'étranger. Ça, c'est quelque chose de très important. Le multilatéralisme. Aujourd'hui, le Maroc est un pays très ouvert. On est revenu à l'Union africaine. Très bien. La politique de la chaise vide nous a coûté beaucoup, n'est-ce pas? Mais maintenant, on est en train de corriger les choses. Donc, il y a, n'est-ce pas, un shift qui est en train de s'opérer au niveau des acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Le Maroc est perçu comme une puissance. Il y a le soft power. La présence du Maroc au niveau de l'Afrique, elle est de plus en plus visible et on est même jalousé par des voisins ou par d'autres nations, etc. Donc ça, c'est un problème. Le coût de la non-intégration dont on a parlé dans notre région, c'est 2%. Hein, tout le monde le dit, n'est-ce pas? C'est des centaines de milliers d'emplois, n'est-ce pas? Qui, j'espère qu'avec les changements qui s'opèrent actuellement chez nos voisins, que bientôt cette frontière qui est fermée depuis 25 ans, n'est-ce pas, puisse s'ouvrir et que les deux peuples, n'est-ce pas, se retrouvent dans le bonheur et l'amitié, parce qu'il y a des familles conjointes, maroco-algériennes, etc. C'est la même famille, vous savez très bien cela. Alors revenons aux stratégies de développement. Je termine tout de suite. Je termine tout de suite. Alors ces stratégies qui sont... La BAD a une stratégie. La Banque mondiale a une stratégie pour le Maroc. La Banque islamique, elle a une stratégie. C'est inacceptable. Alors, nous avons les SDG, les 17 objectifs de développement du millénaire, n'est-ce pas, que tout le monde a adoptés. J'étais la semaine dernière à Marrakech pour les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. Ils se sont tout simplement alignés sur les SDG des Nations Unies. Alors, je peux vous les citer, hein, c'est 2 pages, n'est-ce pas? Mais si on s'aligne aussi sur ça, on n'a pas besoin de réinventer la roue ni d'aller chercher un autre modèle de développement, etc. Nous connaissons nos problèmes, nous savons comment les résoudre et on a les moyens et l'ambition pour le faire, n'est-ce pas? Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous et je tiens à remercier particulièrement les 3 derniers intervenants pour aussi leur patience et aussi pour le respect de la notion du temps. Sans conclusion, je pense en fait qu'on a un point commun, un point focal qui nous unit tous. C'est cet amour qu'on a tous par rapport à notre pays. On a également cette volonté de travailler ce pays, une volonté qui se doit de devenir contagieuse, je pense, parce que c'est très important. Il y a aussi une notion de système qui se doivent d'être bâtis pour atteindre des objectifs bien déterminés, bien stratégiques. Mais le point commun, ça demeure de bâtir un modèle marocain, fait par les Marocains, Marocaines et Marocains bien sûr, pour les Marocains. Donc c'est l'humain qui devient au centre, d'accord? C'est cette notion de passage d'une vision, d'un rêve qui est fédérateur. Et là encore, faudrait-il retravailler notre système d'influence en interne, parce qu'aujourd'hui, si on brille de 1000 feux à l'extérieur, et à chaque fois qu'on reçoit des délégations étrangères, même ceux qui connaissent le Maroc sont étonnés de voir le développement que notre pays continue à faire sur tous les domaines, d'accord? Et reconnu comme étant justement pour ce rôle de locomotive, parce que j'évite toujours le mot de leader. Le mot locomotive, il est plus respectueux, parce qu'il permet de se développer et de tirer avec lui d'autres pays dans le respect mutuel, notamment nos pays de notre continent de référence, l'Afrique. On a encore du travail à faire pour l'influence en interne. Parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens se doivent de se retrouver dans ce modèle, déjà de le définir et de savoir ce qu'ils ont besoin en fait de faire eux-mêmes pour le travailler avec un modèle de valeur qui est très clair.